l'homme invisible et les milliards qui tremblent. Un homme disparaît des radars. Et à des milliers de kilomètres, dans les salles de marché de Londres et de New York, des courbes rouges s'allument. Depuis près de 2 mois, une question traverse les cercles financiers internationaux: où est Paul Biya? Et surtout, que se passe-t-il si personne ne le sait vraiment? Ce n'est pas une question de curiosité populaire. C'est une question à plusieurs centaines de millions de dollars. Car pendant que le Cameroun retient son souffle, les obligations souveraines du pays, elles, dévissent. Accrochez-vous, on décrypte tout. Mais avant d'aller plus loin, une précision s'impose. Nous n'allons rien affirmer que nous ne pouvons sourcer. Ici, chaque donnée sera datée, chaque analyse sera attribuée. Place aux faits. Partie 1. Le départ, les chiffres, le silence. Reprenons la chronologie, telle qu'elle est établie. Le 7 juin, Paul Biya, 93 ans, quitte le Cameroun pour Genève. Rien d'exceptionnel en soi. Les séjours du président camerounais en Suisse ne sont pas une nouveauté dans son parcours. Sauf que cette fois, les semaines passent. 1, 2, 6. Et l'espace public camerounais, lui, reste silencieux. Aucune apparition télévisée. Aucun communiqué détaillé sur son état ou son agenda. Pour un chef d'État à la tête du pays depuis 1982, plus de 40 ans de pouvoir ininterrompu, cette absence prolongée, sans explication publique construite, ne pouvait pas passer inaperçue. Et elle n'est pas passée inaperçue. C'est le média économique Bloomberg qui, le premier, a mis des chiffres sur cette inquiétude diffuse. Et ces chiffres, il faut le dire, sont parlants. Depuis le début du mois de juin, les obligations camerounaises libellées en dollars affichent, selon Bloomberg, les pires performances de tout le continent africain. Pas les pires d'Afrique centrale. Les pires d'Afrique, tout court. Concrètement, cela se traduit comment? Prenons l'exemple des obligations arrivant à échéance en 2033. Leur rendement a grimpé de 70 points de base pour atteindre 9,5%. Celles à échéance 2031, en hausse de 50 points de base. Pour ceux qui ne vivent pas dans les salles de marché à longueur de journée, quand le rendement exigé sur une dette grimpe, cela ne signifie pas que le pays gagne plus. Cela signifie l'inverse. Cela signifie que les investisseurs jugent le risque plus élevé et qu'ils exigent d'être davantage rémunérés pour continuer à prêter de l'argent à ce pays. Autrement dit, la confiance s'érode. Et cette érosion n'est pas anodine dans un pays qui reste producteur de pétrole, dont l'économie dépend en partie de sa capacité à emprunter sur les marchés internationaux à des conditions soutenables. Mais un chiffre, seul, ne raconte jamais toute l'histoire. Il faut le mettre en perspective. Et c'est là que ça devient intéressant. Partie 2. Un malaise qui ne touche que le Cameroun. Voici ce qui aurait pu être une explication rassurante. Peut-être que toute l'Afrique productrice de pétrole traverse une période difficile sur les marchés obligataires en ce moment. Une tempête régionale, en somme, qui n'épargnerait personne. Sauf que non. Et c'est précisément ce qui interpelle les analystes. Comparé à des pays voisins et producteurs de pétrole comme le Gabon ou la République du Congo, le Cameroun affiche, selon les données rapportées par Bloomberg, des performances nettement plus dégradées au sein du même groupe régional. Le mal, donc, ne serait pas régional. Il serait spécifiquement camerounais. Alors la question se pose, légitimement, qu'est-ce qui, dans la situation camerounaise et dans elle seule, justifie une telle défiance? 2 camps de lecture émergent chez les observateurs économiques. D'un côté, ceux qui pointent une inquiétude strictement liée à la personne du chef de l'État, son âge, son absence, l'incertitude sur son état. De l'autre, ceux qui élargissent le diagnostic, au-delà de la personne de Paul Biya, c'est tout l'édifice institutionnel construit autour de son règne de plus de 40 ans qui interroge les marchés. Un système où la clarté sur les mécanismes de succession n'a, à ce jour, jamais été publiquement testée. Mais ce n'est pas tout. Car derrière ces 2 lectures, une même angoisse se dessine, celle de l'après. Partie 3. L'après, justement. Décryptage des scénarios. C'est ici que les analyses citées par Bloomberg deviennent particulièrement intéressantes, et surtout, particulièrement prudentes. François Conradi, analyste chez Oxford Economics, avance notamment l'hypothèse de problèmes de santé sérieux concernant Paul Biya. Mais attention, il s'agit d'une hypothèse formulée par un analyste dans le cadre d'une analyse de risque, et non d'un diagnostic médical ou d'une confirmation officielle. À ce stade, aucun élément vérifié ne permet de transformer cette hypothèse en certitude. Mais finalement, le plus important dans son analyse n'est peut-être même pas la question médicale. C'est la question politique qui vient immédiatement derrière. Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Car même dans l'hypothèse où Paul Biya reviendrait au Cameroun, les interrogations sur l'avenir politique du pays pourraient continuer. Et voilà le véritable problème. Ce n'est plus seulement l'absence physique du président qui intéresse les observateurs.
C'est l'absence de visibilité sur la suite. Parce qu'un président peut être absent pendant un certain temps. Mais lorsqu'une absence commence à provoquer des interrogations sur la gouvernance, la succession et la stabilité institutionnelle, le sujet change complètement de dimension. Le marché ne demande pas seulement « Où est le président ?» Matthew Vogel, responsable de la stratégie souveraine des marchés émergents chez Marex, apporte justement un éclairage complémentaire. Selon lui, les investisseurs ne parieraient pas nécessairement sur un scénario catastrophe immédiat. Ils chercheraient plutôt à évaluer froidement les risques politiques et économiques liés à un éventuel changement au sommet de l'État. En clair, les marchés ne disent pas forcément « Le Cameroun va droit dans le mur ». Ils disent plutôt « Attention, nous regardons ». Et ça, c'est très différent. Parce que le marché financier n'a pas besoin d'attendre une crise pour devenir prudent. Il peut commencer à ajuster ses calculs simplement parce qu'il ne comprend pas clairement ce qui va se passer. Et au Cameroun, quand les marchés commencent à observer, ce n'est pas exactement comme les Camerounais qui suivent une affaire sur WhatsApp. Ils ne disent pas « Mon frère, tu as entendu ce qui se raconte ». Ils prennent plutôt les chiffres, les risques, les obligations, les taux d'intérêt et les perspectives économiques. Bref, ils ne font pas les commentaires du quartier, ils font les calculs. Le vrai mot, incertitude. Et c'est probablement le mot le plus important de toute cette affaire. Incertitude. Un investisseur peut accepter qu'un président change. Il peut accepter une alternance. Il peut même accepter une période politiquement compliquée. Mais ce qu'il aime beaucoup moins, c'est ne pas savoir comment les choses vont évoluer. Qui prendra les décisions? Les institutions fonctionneront-elles normalement? La transition sera-t-elle maîtrisée? Les rivalités politiques resteront-elles pacifiques? La politique économique changera-t-elle? Et surtout, les engagements de l'État continueront-ils à être respectés? Voilà les questions que les investisseurs peuvent se poser. Et ces questions ne sont pas uniquement politiques. Elles peuvent finir par avoir des conséquences économiques très concrètes. Parce que lorsqu'un pays est considéré comme plus risqué, certains investisseurs peuvent devenir plus prudents. Ils peuvent attendre avant d'engager de nouveaux capitaux ou demander davantage de garanties. Autrement dit, l'incertitude finit toujours par présenter la facture. Le scénario du retour de Paul Biya. Imaginons donc le scénario le plus simple. Paul Biya revient au Cameroun. Les caméras sont là. Les images circulent. Les communiqués officiels sont publiés. La télévision nationale annonce son retour. Les réseaux sociaux s'enflamment. Et pendant quelques heures, tout le monde respire. Mais ensuite, c'est précisément là que les analystes peuvent recommencer à poser la question. Très bien. Mais après? Parce que son retour pourrait éventuellement répondre à la question de son absence. Mais il ne répondrait pas nécessairement à la question de la succession. Et c'est là que la situation devient particulièrement intéressante. Le Cameroun pourrait donc se retrouver dans une situation où la présence du président ne suffit plus, à elle seule, à rassurer complètement les marchés. Parce que le problème de fond reste. Comment le pays prépare-t-il son avenir politique? Et c'est là que le « après Biya » revient sur la table. Depuis plusieurs années, la question de l'après-Paul Biya existe dans les conversations politiques camerounaises. Elle existe dans l'opposition. Elle existe dans le RDPC. Elle existe dans les cercles économiques. Elle existe dans la diaspora. Elle existe même dans les discussions où tout le monde commence par dire « Moi, je ne veux pas parler de succession ». Et 5 minutes plus tard, on a déjà cité 4 noms, 3 clans et 2 scénarios. C'est ça aussi, le Cameroun. On ne parle pas d'un sujet officiellement. Mais officieusement, tout le monde en parle. Sauf que les marchés financiers, eux, ne peuvent pas fonctionner avec les rumeurs, les confidences de couloir ou les fameux. On m'a dit que ils ont besoin de visibilité. Ils veulent comprendre les mécanismes. Ils veulent savoir si les institutions peuvent absorber une transition. Et surtout, ils veulent savoir si cette transition pourrait se faire sans déstabiliser profondément l'économie. Le plus grand danger n'est pas forcément la crise. Il faut également éviter de tomber dans le sensationnalisme. Dire que les investisseurs surveillent la situation ne signifie pas qu'une catastrophe est annoncée. Dire que des analystes évoquent des risques ne signifie pas qu'une crise va nécessairement éclater. Et parler de succession ne signifie pas que le changement est imminent. La nuance est essentielle. Le véritable problème pourrait être beaucoup plus simple. L'attente. Parce qu'une crise peut parfois être courte. Une décision est prise. Un événement arrive. Les institutions réagissent. Mais l'incertitude prolongée, elle, peut s'installer progressivement. Un peu comme la pluie à Douala. Au début, tu dis « ça va passer ».
Puis 1 heure après. Bon, ça continue. 2 heures plus tard. Qui a une pirogue? L'incertitude politique peut fonctionner de la même manière. Au début, les marchés observent tranquillement. Puis ils deviennent prudents. Puis ils commencent à intégrer davantage de risques dans leurs calculs. Et si la situation perdure, la confiance peut progressivement être affectée. Le Cameroun est la culture du « on verra ». Et c'est ici qu'on retrouve d'une petite particularité bien camerounaise. On verra. Quand le projet commence, on verra. Quand la décision arrive, on verra. Qui sera nommé? On verra. Et après, on verra. Le problème, c'est qu'un investisseur international ne peut pas toujours fonctionner avec le logiciel national du « on verra ». Lui doit préparer son budget. Il doit calculer son rendement. Il doit mesurer son risque. Il doit savoir s'il investit aujourd'hui, demain ou jamais. Donc lorsqu'il entend « Attendez encore un peu, on verra », il peut répondre « Très bien. Alors moi aussi, je vais attendre ». Et c'est là que le fameux « on verra » peut devenir économiquement coûteux. Ce que les marchés attendent réellement. Au fond, les investisseurs n'ont pas nécessairement besoin de connaître aujourd'hui le nom du prochain président. Ce qu'ils veulent surtout, c'est savoir si le Cameroun dispose d'un mécanisme suffisamment clair pour assurer la continuité de l'État. Ils veulent savoir si les institutions fonctionneront, si les règles seront respectées, si une éventuelle transition sera maîtrisée, et si l'économie pourra continuer à fonctionner normalement. Car un changement politique n'est pas automatiquement synonyme de catastrophe économique. Un pays peut changer de président et rester stable. Ce qui inquiète davantage, c'est l'absence de visibilité sur les conditions du changement. Et c'est exactement là que se trouve l'enjeu. Au final, la question est plus grande que Paul Biya. Finalement, cette affaire dépasse largement la question. Où est Paul Biya? Elle pose une question beaucoup plus profonde. Le Cameroun est-il suffisamment préparé pour son prochain chapitre politique? Parce que Paul Biya peut revenir. Il peut rester encore au pouvoir. Le gouvernement peut publier de nouveaux communiqués. De nouvelles nominations peuvent intervenir. Mais la question de l'après finira toujours par revenir. Et plus elle reste sans réponse claire, plus les observateurs continueront à regarder. Pas forcément avec panique, mais avec prudence. Et dans le monde financier, la prudence a parfois un prix. Voilà donc le paradoxe. Le Cameroun peut sembler calme politiquement, tandis que les marchés, eux, commencent déjà à calculer les différents scénarios. Et pendant que certains attendent le prochain communiqué officiel, d'autres attendent déjà de savoir ce qui viendra après le communiqué. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être plus seulement « Où est Paul Biya ?» mais plutôt « Qui prépare le Cameroun à ce qui viendra après Paul Biya ?» Et c'est précisément cette question qui nous emmène vers la suite. La manière très camerounaise de gérer l'incertitude, le silence politique et cette fameuse succession dont tout le monde parle, tout en faisant semblant de ne pas en parler. Partie 4. Le silence comme méthode de gouvernance? Et si le véritable sujet n'était plus seulement l'absence de Paul Biya, mais la manière dont le pouvoir gère l'incertitude? Parce qu'au fond, une absence présidentielle peut être temporaire. Une période de silence peut également être justifiée par la prudence. Mais lorsque les informations deviennent rares alors que les interrogations se multiplient, le silence finit parfois par devenir lui-même un message. Dans certains systèmes politiques où le pouvoir est fortement concentré autour du chef de l'État, le raisonnement peut sembler simple. Ne pas trop communiquer pour éviter d'alimenter la polémique. Sur le papier, cela peut se comprendre. Mais il y a un petit problème. Le silence ne reste jamais vide. Quand les autorités ne donnent pas suffisamment d'informations, d'autres acteurs commencent à occuper l'espace. Les médias parlent. Les réseaux sociaux s'agitent. Les analystes spéculent. Et surtout, les marchés financiers commencent à calculer. Et là, on retrouve une petite spécialité bien camerounaise. Quand le communiqué officiel tarde, WhatsApp devient ministère de l'Information, de la Défense et parfois même Conseil constitutionnel. Un message apparaît. Source très sûre. Un autre répond. Confirmé par quelqu'un qui travaille dans le système. Un troisième ajoute. Attention, ne partagez pas. Et évidemment, 3 secondes plus tard, tout le monde a déjà partagé. Voilà pourquoi l'absence d'information peut parfois produire d'exactement l'effet inverse de celui recherché. Quand le silence devient une donnée économique. Pour un gouvernement, le silence peut être considéré comme une stratégie de prudence. Pour un citoyen, il peut simplement signifier qu'il faut attendre. Mais pour un investisseur, l'absence d'information peut devenir un facteur de risque. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses.
Un investisseur ne peut pas se contenter d'entendre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il veut savoir pourquoi tout va bien. Il veut voir les indicateurs. Il veut comprendre les institutions. Il veut connaître les scénarios possibles. Parce que son argent, lui, n'est pas venu faire du tourisme. Il doit savoir où il va, combien il peut rapporter et surtout combien il peut lui coûter. C'est pourquoi l'incertitude politique peut finir par avoir un impact économique. Le marché ne dit pas nécessairement « Le Cameroun va connaître une catastrophe ». Il peut simplement dire « Nous ne savons pas suffisamment ce qui va se passer, donc nous allons être plus prudents ». Et cette prudence peut se traduire par des décisions très concrètes. Un investissement reporté, une exigence de rendement plus élevée, une perception du risque qui augmente, une confiance qui devient plus fragile. Bref, le silence politique peut finir par avoir une facture économique. Le paradoxe camerounais. Et c'est là que se trouve toute l'ironie. Le pouvoir peut considérer que moins parler permet de maintenir le calme. Mais les marchés peuvent considérer que moins d'informations signifie davantage d'incertitude. Même silence. Deux interprétations. Deux conséquences. Et pendant ce temps, au Cameroun, on continue avec notre fameux « Attendons seulement, on verra ». Le problème, c'est qu'en politique, on verra, peut fonctionner pendant un certain temps. Mais en finance, on verra, peut rapidement devenir. Alors moi aussi, je vais attendre avant de mettre mon argent. Et quand l'investisseur attend, personne ne peut l'obliger à se précipiter. Conclusion. Ce que nous savons. Et ce que nous ignorons. Alors, prenons quelques secondes pour séparer les faits des hypothèses. Ce que nous savons, selon les informations utilisées dans ce dossier, c'est que Paul Biya a quitté le Cameroun pour Genève le 7 juin et que son absence publique a suscité de nombreuses interrogations. Nous savons également que les obligations camerounaises en dollars ont connu une évolution particulièrement défavorable et que plusieurs analystes ont associé cette situation aux inquiétudes concernant la gouvernance, la stabilité politique et la succession. Mais ce que nous ne savons pas est tout aussi important. Nous ne connaissons pas avec certitude l'état de santé réel du président. Nous ne pouvons pas confirmer la durée exacte de son absence. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude le scénario politique qui se dessinera dans les prochaines semaines. Et surtout, une hypothèse formulée par un analyste économique ne doit pas être transformée en vérité médicale ou politique. Il faut donc rester prudent. Mais cette prudence ne doit pas empêcher de poser les vraies questions. Car derrière l'absence actuelle, une interrogation beaucoup plus profonde apparaît. Comment le Cameroun prépare-t-il son avenir politique? Parce que Paul Biya peut revenir. La situation peut se stabiliser. Les marchés peuvent se rassurer. Mais la question de la succession, elle, finira nécessairement par revenir sur la table. Et cette fois, elle n'est plus seulement discutée dans les salons politiques ou sur les réseaux sociaux. Elle commence également à être intégrée dans les calculs économiques. Et c'est peut-être cela, le véritable enseignement de cette affaire. On peut retarder une question politique, mais on ne peut pas empêcher éternellement l'économie de la poser. Alors dites-nous en commentaire. Le Cameroun devrait-il communiquer davantage sur la situation actuelle et sur ses mécanismes institutionnels de succession, ou le silence des autorités peut-il encore être considéré comme une simple stratégie de prudence? Le débat est ouvert. Et surtout, gardons une règle essentielle. Ne transformons pas les hypothèses en certitudes et les rumeurs en faits. Si vous avez apprécié ce décryptage, abonnez-vous à Camenews, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce qu'ici, notre objectif n'est pas seulement de vous dire ce qui se passe. Nous voulons comprendre pourquoi cela se passe, ce que cela signifie et surtout ce que cela pourrait changer pour le Cameroun. Car au final, derrière une absence présidentielle, derrière un silence officiel et derrière les chiffres des marchés, il y a une question qui nous concerne tous. Quel Cameroun voulons-nous trouver lorsque viendra le moment de tourner la page? À très bientôt pour un nouveau décryptage sur Camenews.